question pour me supporter. Hop là. Ah, bah voilà. Je vais vous décaler un petit peu. Vous nous voyez assez bien? Oui, je vous vois pas mal. C'est un peu sombre? Ouais. On va essayer de mettre un peu plus de lumière là. C'est un peu mieux? Non, ouais. Voilà. Voilà, c'est un peu difficile, on n'a pas de super équipement, donc on fait au mieux. C'est bon. Parfait. Eh ben bonjour et merci de nous avoir contactés. Merci. Voilà. On a bien reçu donc vos réponses à nos différentes questions. Donc on a regardé un petit peu ensemble. Voilà, pour voir un peu ce que c'était. Et du coup, ben, on a encore quelques autres questions finalement par rapport à vos réponses et par rapport à d'autres questions qu'on se pose. D'accord. Donc je vais peut-être laisser les élèves vous poser les questions dans ce cas-là. Oui, ça marche. Ouais. Allez, ben Julie, bien fort. Lors de vos travaux, quelle découverte avez-vous fait? Ah, c'est découvert. C'est une question simple parce que les découvertes sont telles comme chercheur individuel et un peu pas pour moi, personnellement, j'ai fait des découvertes qui ont à faire avec les nuages dans les réseaux tropicales, surtout sur les océans. De sorte qu'ils décrivent comment l'énergie passe et ne passe pas à travers ces nuages. C'est pas quelque chose qui soit vraiment... c'est pas un fait, quoi. Est-ce que ça a un effet concret sur les activités de tous les jours des gens? Oui. Est-ce que ça a quelque chose de concret par rapport à la vie de tous les jours? Ah non, vraiment pas. Non. Non. Je suis dans les sciences atmosphériques, c'est vraiment pas quelque chose qui... D'accord. À part les BPE, c'est pas vraiment quelque chose qui... D'accord. C'est plus un travail de recherche pour comprendre un petit peu mieux du coup. C'est ça. D'accord. Maxime, tu poses ta question? Dans votre projet de nanosatellite, pourquoi faire un satellite aussi petit? Oui, il a demandé en fait, vous avez un projet de nanosatellite avec le professeur Josset, je crois, et il demandait pourquoi un satellite aussi petit. Voilà le temps de fait qui vient d'entrer dans la fiction, on attendait le demander. D'accord. Oui. Je comprends pas. Oui, un de mes élèves demandait, pour le projet nanosatellite, pourquoi faire un satellite aussi petit? Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Bien sûr. Par rapport au projet nanosatellite, pourquoi faire un satellite aussi petit? Oui, alors, il y a plusieurs philosophies en technologie. Une des philosophies, c'est en traduction française, c'est meilleur et mieux. Oui. C'est-à-dire, on essaie de tout réduire les coûts, réduire les facteurs de forme et miniaturiser au maximum. Donc, ce CubeSat, enfin ce nanosatellite, ça correspond à cette technologie, à cette philosophie.
il y a des fortes contraintes de puissance. On peut typiquement faire beaucoup moins de choses que ce qu'on peut faire avec un beaucoup plus gros satellite, mais ça permet, c'est un exercice à contrainte un peu, et ça permet à la technologie d'évoluer. Par exemple, quelque chose de très simple, c'est que les satellites ne vont pas rester très longtemps dans l'espace, entre 3 et 6 mois par exemple, parce qu'ils sont en basse orbite, et on peut mettre des technologies un peu plus récentes pour les tester que ce qu'on fait sur une mission qui est censée rester 6 ans par exemple. D'accord. Ok. Quelle taille font les satellites en général? Ça dépend vraiment beaucoup. Les satellites sur lesquels l'astronaute sont pour la plupart très très grandes. Ici, ils sont de taille de bouche d'école en France, je crois. C'est la taille d'un bouche d'école. Et bon, de tout ça. Oui, il y a le CubeSat, donc ça fait c'est un gros CubeSat, disons, celui sur lequel on travaille, 30 cm par 10 cm. Mais les CubeSats en eux-mêmes, c'est 10 cm par 10 cm et on peut en ajouter 2, 3, 6. D'accord. Ah ouais, mais c'est petit. Rendez-vous. Ok. Là, les élèves avaient des questions par rapport à... On vous avait posé une question sur la couleur du ciel, le petit bleu. Ouais, il se posait... on avait compris la réponse. Il se pose quand même une question, Evan. Pour le ciel bleu, est-ce que c'est le même principe que pour la décomposition de la lumière dans les arcs-en-ciel? Vous avez entendu, non? C'est un phénomène Similaire. c'est pas exactement la même chose, parce que dans l'arc-en-ciel, c'est des particules d'eau dans le nuage qui séparent le nuage. Donc c'est des particules beaucoup plus grandes. Tandis que le ciel bleu, c'est des molécules dans l'océan qui transmettent plus de jaune et de rouge et... Oui, qui diffuse le bleu. D'accord. Oui, donc pour ce qui est de la couleur bleue, c'est plutôt moléculaire, et par contre, pour l'arc-en-ciel, c'est à la taille des gouttes. Voilà. Vous avez compris, les enfants? Ouais. C'est bien, donc... Ok. Maxime. Vous nous avez parlé d'un contact avec un météorologue. Est-ce encore possible? Ah oui, ce que j'avais écrit dans la... Oui. J'avais contacté, j'ai un ami à Météo France qui m'avait dit si vous voulez le contacter, il n'y a pas de problème, si ça vous intéresse, je vous donnerai... Bien sûr. J'en avais écrit. Non, il n'y a pas de problème. Enfin, quand j'en avais parlé à l'époque, il m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Le professeur qui m'appelait, elle comprendrait bien. Ah bah donc, si vous pouvez nous faire passer. D'accord, bah si on peut avoir les contacts, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'on se posait des questions par rapport aux stratocumulus, etc. qu'on pouvait voir en grande quantité régulièrement. Et c'est vrai que ça pouvait avoir des réponses, on pourrait avoir des réponses comme ça serait bien. Oui, bah d'accord, je vais noter, Super. On vous recontacte à ce sujet. Ah, c'est gentil. Alors tiens, Justine, on va revenir sur le nanosatellite un peu. Comment êtes-vous du projet nanosatellite? Ah, vous n'avez pas entendu? Il voulait savoir où est-ce que vous en étiez actuellement du projet nanosatellite. On en est, le statut? Oui, parce qu'on a vu que c'était 2-3 ans, c'est ça, pour arriver au bout du projet. Et on voulait savoir si c'était le début ou plutôt la fin, là. Oui, c'est le tout début. Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect, on peut dire, plus ou moins administratif de la coopération franco-USA. Donc, l'aspect technologique, en France, ils ont commencé à travailler sur la plateforme, c'est-à-dire la plateforme, c'est le satellite, en fait. D'accord. On différencie la plateforme qui est le satellite lui-même, voilà, la structure et l'instrument. Donc ils ont commencé à travailler sur la plateforme
ils vont avoir dans quelques semaines ce qu'ils appellent une preliminary design review. C'est-à-dire en fait, ils présentent au CNES, au Centre national d'études spatiales, leur projet, mais de façon... Il y a déjà eu des présentations du projet, mais c'est un peu plus concret, où c'est vraiment les choix technologiques. C'est-à-dire, par exemple, telle carte d'acquisition, tel composant électronique, tel matériel sera dedans, et là, le Centre national d'études spatiales va approuver. Mais on appelle ça revue préliminaire parce que, comme ils n'ont pas fini l'instrument en lui-même, il peut encore y avoir des contraintes diverses de style ou même technologiques qui fait que le composant ne marche pas. Et ça, c'est évalué plus tard à ce qu'ils appellent la critical design review, la revue, je ne sais pas comment ça veut dire ça. Oui. C'est vraiment le petit début, donc c'est fait par les étudiants. Les étudiants arrivent petit à petit et travaillent sur le projet. Donc, on verra. Et l'aspect administratif, nous, alors quand on fait une coopération États-Unis-France, on traverse ce qui s'appelle des exportations, c'est-à-dire des lois qui gouvernent les transferts de technologies entre les pays. D'accord. Donc en fait, on travaille sur un document où on écrit tout, qui fait quoi en France, qui fait quoi aux États-Unis, et après on va envoyer au chef de département. Le ministère de quelque chose. Oui, le département d'État, c'est ça la fonction. C'est un ministère ici qui gère toutes les régulations liées aux armements. Les satellites sont considérés au niveau de la loi un peu comme des armes. Parce qu'il y a des technologies très sensibles. Donc on va envoyer le document au chef de département et ils évaluent s'ils sont OK pour qu'on continue sur la coopération et des choses comme ça. Mais il y a plusieurs aspects. On n'a pas encore finalisé le document, c'est en cours d'écriture. C'est vraiment le tout début du projet. On essaiera de suivre alors l'avancée du projet avec les élèves au fur et à mesure. On a vu donc tous les satellites avaient un nom précis, Aqua, Terra, on a bien compris pourquoi. Mais NPP, excuse-moi Charles, que veut dire NPP du coup? NPP, c'est une abréviation d'une abréviation. NPP, ça veut dire Info, Preparatory Project, donc c'est le projet préparatoire pour Info. Et Info, c'est une longue abréviation qui serait c'est le système national de satellites d'observation de l'environnement dans l'ordre solaire, quelque chose comme ça. C'est vraiment bon. Oui, c'est une série de satellites qui date depuis les années 70, je crois, 70. Qui sont en orbite polaire, donc elles orbitent de nord au sud autour de la Terre. Et dans cette orbite, elles peuvent vraiment observer toutes les parties de la Terre. Donc elles sont à peu près 14 orbites par jour autour de la Terre, et sinon elles orbitent la Terre une fois. Et donc on peut observer la surface de la surface de l'image. D'accord, ça fait la journée. Charlie, tu avais une question à poser? Plus fort. Professeur, je disais, pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis? On entend bien. Ouais, parle plus fort, Charlie. Professeur, je sais. Pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis? Moi? Oui, vous. C'est pour vous, ouais. Oui, en fait, j'ai eu une offre d'emploi là-bas. Et c'est pour ça. J'avais pas vraiment de projet de partir aux États-Unis quand j'étais jeune. C'est juste que le projet sur lequel j'ai travaillé en France pour ma thèse, c'est Calypso, un projet franco-américain.
Donc ici, j'étais intéressé par ce que j'avais développé et ils m'ont offert un poste et j'ai accepté. C'est vraiment, ça s'est fait tout seul. On m'a offert un poste avant que j'ai fini ma thèse et c'était un bon poste et j'ai accepté. On avait un peu discuté avec eux, mais oui, c'est vraiment... j'ai saisi une opportunité. Oui, c'est sûr. Et le CNES n'avait pas fait la même proposition. Non, mais le CNES me payait déjà pour ma thèse. D'accord. Oui, non, c'est vrai. Oui, les Américains ont été plus rapides. Oui, plus rapide. Comme souvent. Où on est là? Hop là. Il y a Thibaut. Quelle est la vitesse des satellites? Combien de temps pour un tour? Oui, pour un tour d'orbite, oui, un tour de la Terre. Ça dépend de l'orbite, mais pour les orbites, comme le satellite, ça prend à peu près une heure et demie. 1 heure et demie. D'accord. C'est rapide, hein? Je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est 700 km par an. À vérifier. D'accord. D'accord. Les élèves supposaient que pour certains, il fallait plusieurs jours, carrément, pour... Il y a certains élèves qui pensaient qu'il fallait plusieurs jours. Les satellites les plus denses sont les satellites géostationnaires, qui sont les satellites qui tournent en même temps que la Terre. Je comprends pas que c'est ça. Donc, oui, mais c'est ça. D'accord. Tellement que au-dessus de la France, il y a beaucoup dans la société, donc on a des plus la disposition. D'accord. Tu m'entends, Thomas, Daniel. Comment les satellites résistent à l'attraper de la Terre? Il parle pas très fort, hein. Oui, j'ai pas entendu. Je vous répète la question. Comment les satellites résistent-ils à l'attraction terrestre? D'accord. La prochaine chose que je vais m'expliquer, je vais l'expliquer en français. Donc, est-ce que vous jouez au foot? Oui, voilà, des footballeurs, on en a, oui. Donc, vous savez que quand vous donnez un coup de pied au ballon, il fait une petite trajectoire, n'est-ce pas? Il monte et puis il redescend. Et si vous donnez un coup de pied plus fort, il va plus loin, il monte plus haut et il redescend. Et donc, les satellites, c'est à peu près la même chose. On leur donne un grand coup avec la fusée. Et si on leur donne un coup assez fort, quand ils tombent en même temps que la Terre et le Terre. Alors, ils tombent tout le temps, ils sont tout le temps en train de tomber, mais ils vont assez vite et ils sont assez hauts qu'ils ne se tombent jamais avec. D'accord. Vous avez compris le principe, ouais? On le retravaillera, ça, on verra un petit peu le fonctionnement. Bon, super. Philippe, par rapport à ça, justement. À quelle hauteur les satellites sont-ils? Ça varie aussi, donc les satellites peuvent être éclatés dans chaque il y a la station spatiale aux alentours. Oui, j'aurais dit. Il y a toutes 253 cm, c'est la nuit. Et ceux qui sont plus bas que ça, ils sont dans l'atmosphère, donc, satellites géostationnaires, c'est ça. C'est impossible de les voir, même avec une lunette télescopique, par certains temps. Est-ce qu'on peut voir les géostationnaires? Je ne sais pas. En général, ils sont dans au jour.
fait que quand on est de nuit, avec le télescope, ils ne sont pas visibles. Mais en théorie, ça doit être possible, parce qu'on peut voir des choses beaucoup plus loin que ça avec un télescope, mais en pratique, c'est peut-être pas parce qu'ils tournent du télescope. Et les télescopes, en général, on utilise un petit peu la nuit. D'accord. Donc, dans ce celui qui passe le matin, il passe aussi vers 10 heures du soir. Donc, en certaines conditions, il est possible de voir cela. Donc, le soir, après le coucher du soleil, sur la surface, les gens ne se connectent plus illuminés par le soleil. Alors, de temps en temps, on peut voir. D'accord. C'est pas très Ah oui, pour les satellites qui ne sont pas géostationnaires, tels que Terra, Aqua, Callisto, par exemple, Callisto, c'est peut-être trouvable sur Internet, sur le site de la NASA. Il y a une photo où quelqu'un a pris une photo à longue exposition de Callisto, où on voit une traînée verte, du laser. D'accord. Donc oui, c'est possible de voir les satellites de la Lune. D'accord. Le fameux laser dont tu parles. Oui. Photo Callisto, en fait. D'accord. Marine, tu vas poser ta question. Vas-y. Quel lanceur a été utilisé pour ce satellite? Le nom du lanceur qui a été utilisé en fait pour mon satellite. Il y en a eu qu'un d'ailleurs, je sais pas. Ah, je n'entends plus là. Le nom du lanceur pour le satellite en fait. Ah, ça dépend. Je ne sais pas même si je fais le premier qui a porté l'instrument terrestre est lancé du Japon, donc c'était aussi une nouvelle nationale. Je crois que si j'ai bien entendu. Terra et Aqua, je crois qu'ils sont lancés sur le trouvé Delta, avec une voiture. Ça, c'était une Delta. Il y a un nombre après, mais je ne suis pas sûr. C'est Delta 2. Peut-être Delta 6, je suis pas sûr. J'ai un de mes élèves qui me dit que Aqua, ce serait Delta 2. Oui, on l'a vu sur le film. Je sais pas si c'est ça. Aqua, ce serait Delta 2 apparemment. C'est pas... Un des élèves a fait des recherches, donc... Très bien, vous en savez plus que nous. Je sais pas. Hop là. Tiens, Nicolas. Depuis combien de temps notre satellite sont en orbite et quelle est leur durée de vie? Pour quelle chose? Pour tous en fait. Les 5 sur lesquels vous travaillez. Depuis combien de temps ils y sont et leur durée de vie. Ok, oui, donc ça dépend du satellite. Pour quelque chose, ok, un élément primordial, c'est est-ce qu'il reste opérationnel et est-ce qu'il a le système de propulsion, c'est-à-dire est-ce qu'il peut émettre des gaz pour changer sa trajectoire, pour faire les manœuvres de fin de vie. Donc, par exemple, pour quelque chose, une classe ça, ils sont toujours opérationnels et ils prévoient des fins de vie peut-être vers 2015-2016. Ça dépend du nombre de manœuvres qu'ils ont à faire, parce que souvent il y a les satellites font des manœuvres pour éviter des débris de temps à autre. Et à chaque fois qu'ils font une manœuvre, en fait ils ont une réserve de gaz donnée qui leur permettent un certain nombre de manœuvres. Aussi, quand ils voient l'information dans l'attente, comme ils font Aqua, Callisto et comme ça, ils doivent faire une manœuvre pour rester en formation de temps à autre. Tout ça, ça fait une durée de vie et ça crée de l'incertitude parce que ça dépend vraiment vos circonstances. Mais donc c'est ça, ça fait pour quelque chose comme ça, qui estime ça peut faire jusqu'à 10 ans. Aqua, ça fait 10 ans. Aqua a été lancé en 2002 et je pense que c'était déjà plus de 10 ans.
crois que le nom original est longtemps, mais pour la plupart des satellites documentaires. Pour commencer avec Thérèse, c'est le premier soleil européen, qui a été lancé en 1997. Et l'instrument Thérèse a eu un problème assez rapidement. Week-end de ce mois. Et après, on a tout l'arrêté. Alors, attendons que l'ensemble de faire, c'est pas que et en ce moment, on a recommencé l'instrument Thérèse pour un mois. Et depuis là, il marche plus la même. Mais le satellite est toujours en orbite. Il y a des radars sur ce satellite qui marche sur l'eau. Donc ça s'appelle Astro-7. Oui, il y a une marge de... Il y avait une mission ici à Poussette 2, je crois que ça a été pendant 20 ans plus, et ça continuait de fonctionner. Ils ont arrêté ça aurait pu continuer encore plusieurs années de ça. C'est vraiment très dépendant. Oui, des manœuvres, des... Le satellite fonctionnait bien. C'est pas quelque chose comme ça. Là, je sais que vous avez fait 18 mois. Ça a fait un succès, ils ont 18 mois de données. Quelque chose qui peut juste 3 ans. Et ils vont penser, quand les satellites fonctionnent bien, ils peuvent durer bien plus longtemps que ça. Donc des fois, il y a des accidents, les panneaux solaires arrêtent de fonctionner, ou plein de raisons, et ça se carré par les permissions. D'accord. Ok. Lolita. Que deviennent les satellites lorsqu'ils tombent en panne? Que deviennent les satellites lorsqu'ils tombent en panne? Mais tu m'as entendu? Que deviennent les satellites quand ils tombent en panne? Voilà. Eh bien, ça dépend. Pour la plupart maintenant, on essaie de les faire retourner sur la Terre de façon contrôlée. Donc, on essaie de les faire retourner au niveau de l'occident. Il y a des satellites plus tôt dans l'histoire qui sont retournés de façon contrôlée. Donc, il y a un satellite mais il y a un satellite qui est retourné au Canada. Il n'y a personne qui a été blessé. Mais quand le satellite se trouve sauvé, c'est toujours un risque. Alors, le plus que possible, on doit le faire retourner en revenant un petit peu de D'accord. Clément. Le satellite Sputnik était en forme de sphère. Pourquoi les autres ont changé? Bien, le premier satellite Sputnik, c'était vraiment une expérience qui ne pouvait pas vraiment se passer. Et c'était un satellite vraiment très simple, donc c'est plus simple que l'univers. Maintenant, on fait beaucoup plus de choses avec les satellites traditionnels. Ils sont orientés souvent pour que les bâtiments qui sont à la observer, et puis ce sont des professionnels donc c'est vraiment plus compliqué et c'est les gens L'aérodynamisme dans l'espace, c'est pas important, oui. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, enfin il y a très peu de frottement, donc c'est ça aussi d'autres contraintes significatives. D'accord. Et au départ, ils pensaient qu'il y avait des frottements, c'est pour ça qu'ils étaient partis sur une sphère?
Je ne sais pas quelle était leur raison. Non, il n'y avait pas de... Ouais. Je crois que c'était simplement une chose que je voulais faire. D'accord. Et on fait que la seule fonction disponible de Skype, c'était de faire un relais de vidéo. Donc c'était peut-être quand vous voulez à rencontrer des choses. C'était très longtemps. Oui, c'est vrai. Johan, c'est des questions bien fortes. Par quel moyen recevez-vous les informations des satellites? Elles sont directes ou en décalage? C'est un peu en décalage, enfin pour quelque chose par exemple c'est un peu en décalage, il prend un certain nombre de données dans le satellite et puis il télécharge des données, je ne sais pas si c'est une fois ou deux fois ou trois fois par jour, mais en fait c'est quand il passe au-dessus d'une certaine station au sol, le satellite va télécharger va envoyer des données à la station sol et donc il fait de façon continue, il fait ça de temps à autre. C'est comme ça pour la plupart des photos. Le cas et à quoi il y a aussi le et celui-là, il va se préparer de donc, si vous avez une fois de en Afrique, par exemple, il y a des endroits où les personnes qui sont avoir recours rapidement sinon de vacances par leur question, pour aller de vacances, ça se traverse l'instrument comme ça qui peut certainement toucher dans les images, peut-être que ça peut ça peut quelque chose qui m'avait. D'accord. Bobby. Quel changement dans le climat avez-vous remarqué depuis le début de votre travail? Ah, je répète. Quel changement dans le climat, dans l'atmosphère avez-vous remarqué depuis le début de votre travail? Et c'est pas des choses qu'on remarque plus facilement, notamment ça fait depuis une trentaine d'années avant que je parle, c'est tellement de variations. Je suppose qu'en France, du coup, aux États-Unis, par exemple, le phénomène des milieux, je suppose que en fait, le climat assez fortement le climat de donc moi, j'ai grandi, je suis au mieux aux États-Unis, j'étais au nord des États-Unis. D'habitude, en hiver, on a la neige qui va faire tout le temps. Et un hiver vraiment très chaud, à cause de l'hiver. C'est pas lui, c'est moi. Donc, le jour de Noël, j'étais dehors, sans le manteau. J'étais absolument dedans. C'était à cause de l'hiver. C'est tellement dans le sens D'accord. Il n'y a pas de modification au niveau de l'atmosphère qui fait au niveau des... Non, elles sont difficiles à voir parce que nous, on est sensible à la météo jour à jour, on se souvient de l'hiver dernier, de l'été dernier, mais les signatures climatiques, c'est vraiment des tendances sur des centaines d'années. Donc, au niveau mémoire, enfin moi personnellement, il faut vraiment regarder les données
Oui, donc pour ce reste, sur le terrain, il est au niveau de on a une vue d'analyse. C'est vraiment encore pas suffisant, mais ce qu'on a vu dans le vidéo, c'est le cas, mesure dimension de l'électron en espace de la Terre, dont le cas de gaz un déséquilibre. Tout ce déséquilibre entre le nerf du soleil et après 10 ans, presque on peut voir tout ce déséquilibre. Et on peut continuer sur plusieurs Sous la vocale, c'est ça qui peu de chance, c'est vraiment sûrement dans la lecture du champ. oui, en fait, le problème aussi, c'est, en fait, en gros, hein, je fais une très grosse simplification, mais ce qui compte, en gros, c'est, on peut dire les degrés Kelvin, et la Terre, on est à peu près, on va dire, 300 degrés Kelvin. Donc, un changement d'1% sur 3 degrés, c'est énorme pour nous, mais pour la Terre et un système énergétique, en fait, c'est pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que ça fait des petites miniatures qu'il faut regarder très attentivement. Enfin, voilà, c'est une très grosse simplification. D'accord. Ok. Dans notre courrier, vous avez fait part de nos difficultés à prendre les informations finalement. Est-ce que ce qu'on vous envoie est correct ou il y a vraiment des différences entre les relevés de satellites et ce qu'on peut vous transmettre nous? Je pense que c'est une très bonne question et on continue à faire. En fait, demain, je vais en parler un peu de ça. En général, les informations fonctionnent, je parlais de l'économie, sont de très intelligentes. Et je pense que vous avez dit que de temps en temps, il y a des différences sociales. De temps en temps, il y a des différences sociales. Le fait de regarder les profils statistiques, qu'est-ce que sont les différences sociales, par exemple, si vous voyez les nuages de la Terre, c'est préféré de voir les nuages plutôt souvent des nuages superficiels. Et donc, comment faire que cette statistique, que comprendre toutes ces comparaisons, c'est aussi difficile que les personnes en général, les élèves font très bien les rapports qu'ils voient dans le ciel. D'accord. Il y a beaucoup d'élèves de l'âge de mes élèves ou c'est des beaucoup plus grands? Moi, ils ont 9-10 ans, quoi. 11 ans pour les plus grands. Si je projet avec des élèves qui ont l'âge de nos élèves, c'est parce que aux États-Unis et en France, et plutôt aux pays, c'est dans cet âge qu'on commence à utiliser une langue. Et donc, vous êtes en fait meilleur que les adultes. Donc, un âge à France, tandis que les adultes, ils ont plus déjà utilisé. C'est vrai qu'ils sont souvent plus critiques par rapport à ce qu'ils voient que les adultes. Donc au niveau des décisions qu'ils peuvent prendre sur les types de nuages, ils sont souvent plus utiles. Non, je disais simplement que souvent sur les décisions qu'ils prenaient par rapport au type de nuage, ils prennent souvent des meilleures décisions que les adultes par rapport au visuel. Très souvent. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des types de nuages que nous en France on ne pourra pas voir? C'est pas, enfin, sur la façon d'identification de nuages qu'on a appelé, je pense que vous voyez tous ces couches. Donc, il y a 12 couches sur cette carte couche, vous pouvez voir tous les couches. Mais il y a une forme de nuage qui s'appelle le couche lunaire, qui est une forme spécifique d'atmosphère.
phase stratifrative. Et c'est possible que vous les voyez de temps en temps, mais pour la plupart, ça se passe il y a des montagnes. Donc aux États-Unis, on les voit vraiment souvent à l'est des montagnes rocheuses. Donc le vent, quand il passe sur les montagnes, il fait des vagues dans l'océan. Et où les vagues remontent, on voit que c'est l'atmosphère. Donc c'est vraiment tout seulement sur les montagnes. Ici, on n'est pas du tout près des montagnes. C'est pas des montagnes. Et mais on voit quand même de temps en temps des vagues Enfin, je crois qu'un de nos amis en avait bien, c'est peut-être dans le Jura, comme tu m'as dit. Moi, je pense pas d'avoir jamais vu. D'accord. J'ai habité plusieurs mois au Colorado et on les voyait vraiment. Pas tous les jours, Mais souvent. D'accord. T'avais une question, Thomas? Est-ce que vous avez d'autres satellites? Ah, il demande si vous utilisez d'autres satellites que les 5 sur lesquels nous travaillons. Oui, est-ce qu'on utilise d'autres satellites? Vous voulez faire la NASA, vous d'abord, et puis peut-être la NASA après, mais pour d'autres choses, du coup. Alors oui, pour ça, on utilise tout ce qu'on peut. Donc, on utilise les satellites météo, géolocalisation, donc, seul sous l'orbite solaire, une fois le matin, on va tourner et une fois la nuit. Mais pour nous comprendre le taux d'énergie, pouvoir avoir des mesures toute la journée. Alors on utilise les satellites observatoires pour regarder ce qui se passe avec oui, moi personnellement, j'ai utilisé le stats pour ma recherche en coopération avec des groupes européens en France et en Allemagne. Mais c'est pour les mêmes raisons, c'est ça. On utilise forcément le prédiction et le stats qui donne une idée de la structure verticale de l'atmosphère, mais à un temps précis, vers midi. Et Météosat nous permet de remettre ça en contexte du cycle du nuage, par exemple. Est-ce qu'il y avait plus de nuages le matin ou l'après-midi? Tout ça, c'est important pour les applications climatiques pour comprendre le bilan énergétique terrestre, parce que comme le soleil va illuminer l'atmosphère toute la journée, c'est important de savoir si on a un maximum nuageux, un minimum nuageux, par exemple. J'avais aussi utilisé un instrument qui s'appelle IASI sur j'avais coopéré avec un groupe qui travaillait sur IASI sur un satellite qui s'appelle METOP. C'est un satellite météo ils font aussi des aérosols ou des choses comme ça. Mais j'utilisais essentiellement les satellites. Le cœur de mon travail consiste en satellites que j'utilisais. Calypso, Aquasat. Et bon, la NASA, évidemment, a plein de satellites. Il y a des gens qui utilisent Grèce, qui ont un satellite qui permet de faire les bilans de masse. Je crois que c'est deux satellites qui voyagent l'un après l'autre avec un laser entre les deux qui permet de mesurer leur distance et qui est affecté par le champ gravitationnel terrestre. Et puis ça permet de faire une mesure très précise du champ de gravité terrestre, mais donc ça veut dire que ça permet de mesurer la masse des cycles sur la Terre, la masse des océans, la masse des glaces, la masse des calottes de glace, et donc j'ai des choses intéressantes faites avec ça, et si on relie par exemple ChabSat, les précipitations dues par ChabSat à l'accumulation de neige, des choses comme ça. Il y a aussi Alphabus. Il y a un nouveau satellite, je crois que c'est Aquarius, je sais plus, c'est un instrument qui permet de mesurer
la salinité de l'eau, de l'océan, des choses comme ça. D'accord. Oui, et la NASA, hein, il y a une vingtaine de satellites utilisés très activement par tous les chercheurs à la NASA. D'accord. On vous avait posé une question sur le fait qu'on avait vu qu'il y avait des stratocumulus pendant tout un mois. Et on voulait savoir, est-ce que chaque période ou chaque saison correspond à un type de nuage particulier? Ça dépend de ce que vous allez faire. Donc, moi, je vous dis, j'ai connu un peu le nord des États-Unis, dans donc, pour une raison que je ne comprends pas très bien. En hiver, ils ont presque toujours une version de nuages. Je pense que ça a quelque chose à faire avec les lacs, les grands lacs qui sont tout autour de ça. Et aussi, donc, au milieu de donc, ça dépend, enfin, donc, je pense que vous avez peut-être évolué les bonnes thématiques en Europe avec le climat méditerranéen et le climat d'autres. Donc, dans ces différentes zones, il y a des choses qui se passent de façon consistante. Ça dépend vraiment un peu des conditions de base, près d'une montagne. D'accord. C'est vrai qu'en faisant nos observations, on s'est aperçu que chaque mois, lorsqu'on repérait le nom des nuages qui apparaissaient, c'était chaque mois quasiment un type de nuage différent. Et toujours le même, presque régulièrement qui revenait, oui. Donc, d'où la question. C'est intéressant de regarder cette question par exemple en Floride, aux États-Unis, je pense que ce serait quelque chose de différent parce qu'en Floride, pour les parties plus chaudes de l'année, je pense que ce serait pour la plupart des une étude géographique. Laura, tu veux poser une question? C'est pas moi qui vais la poser. Vas-y. Depuis quand a été créée la NASA? Depuis quand Plus fort. Depuis quand a été créée la NASA? Je demande la date de création de la NASA en fait. La date de création de la NASA? Oui, c'est une question, il se pose la question. C'était 1958. Ah, d'accord. 1957 ou 1958. Ouais, donc c'est là. Mais c'est la fusion de deux agences, c'est ça? Donc c'était une évolution. Donc, Houston ici en Virginie, c'est le premier centre de recherche. Il a été créé en 1917. Donc c'était 30 ans maintenant. Et donc cette époque c'était appelé NACA, National Light Act. Donc le comité de conseil national sur les aéronautiques. Donc à l'époque c'était sur les avions. Et on avait depuis 1917 jusqu'à 1958, on avait un service tunnel avant, on avait mis pour étudier les avions. Donc on fait des modèles d'avions, on les met dans le tunnel, et on peut révéler la côte de l'air, ce genre de choses, pour comprendre comment l'avion va fonctionner en réel. Donc, entre 1917 et 1958, on était ici, la NACA, et après Munich, on a fait créer la NASA, et il y avait, je crois, 3 laboratoires de la NACA qui sont tous les 3 devenus les premiers centres de recherche pour la NASA. Et ensuite, ils ont créé Space Center
Floride, qui sont les deux centres plutôt spatialisés. Et est-ce que vous avez des professeurs de la NASA qui sont en France actuellement? Avec Calypso, c'est un projet qui travaille avec la France de Oui, il y a des revues communes et des, ce qu'on appelle des sciences teams. Parce qu'en France, on fait un workshop qui durait 2 semaines, en général 1 semaine. Je me rappelle, je sais pas si c'est maintenant, il y avait un archéologue qui était à l'université pour assez longtemps, je crois. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui continue maintenant, mais je sais qu'il était là quelques années. Il était là tout seul, etc. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui oui, je pense qu'il y a aussi des cas individuels où il y a des chercheurs qui travaillent avec Dans l'idée, en fait, est-ce qu'il aurait été possible de trouver quelqu'un en France qui puisse se déplacer en fait dans l'école pour une intervention et rencontrer les élèves et discuter avec eux en concret? Ouais, c'est peut-être possible quand il y a enfin. Il y a des groupes qui travaillent avec la France, évidemment, c'est plutôt pour une semaine. D'accord. Vous regardez s'il y a quelqu'un qui va aller dans. On a un collègue qui vient de. Pourquoi pas? Julie, t'as une question? J'ai pas trop compris comment le satellite était envoyé, parce qu'avec une fusée, la fusée elle se décroche, comment c'est? Sur le principe de lancement d'un satellite, comment ça se passe concrètement? Donc c'est pas tout ce que j'ai expliqué plus tôt. Il faut donner assez d'énergie au satellite pour qu'il puisse aller assez vite en fonction de l'altitude, que quand il tombe en même temps que la Terre. Oui. Et aussi, alors, il y a des étages à la fusée, typiquement. Donc la fusée est pleine de carburant et avec au sommet, il va y avoir la charge des satellites sur le sommet. Donc, on a 2 ou 3 étages. Les fusées ont 2 ou 3 étages. Donc le premier étage brûle en premier, envoie la fusée en hauteur. Quand le carburant est brûlé, l'étage est éjecté, ce qui permet d'alléger la fusée. Qui a un bilan qui permet d'éviter à ce niveau la propulsion, d'enlever le poids du carburant. Après, le second étage va brûler. Et au final, quand le satellite sera suffisamment haut, le couvercle de la fusée est éjecté. Et alors après, je ne sais pas si le satellite lui-même aussi dérive ou si l'on Je sais qu'en général, quand ils vont en orbite, ils ne peuvent pas exactement l'orbite désolé côté du monde. Donc, ils font des petits. avec des Avec les fusées qui sont sur le satellite lui-même pour faire des. Pour ajuster exactement l'orbite et l'altitude. Exactement à l'altitude qui cherche, à la vitesse qui cherche. Donc, des fois, ça prend plusieurs semaines.
Des fois, ça fonctionne un peu plus, mais en général, les autres, Oui, oui. D'accord. Bon. Je sais pas si les élèves ont encore des questions. Oui. Et on travaillera sur la nanosatellite. Ah, une question encore par rapport au nanosatellite. Lorsqu'il sera lancé, est-ce que le projet School devra aussi faire des observations pour ce satellite-là ou pas? Non. Non, pas du tout. C'est des instruments absolument différents. Oui, il n'y a pas, c'est pas prévu de créer un lien. Et le satellite, vraiment, pour étudier la composition chimique, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur ce qu'on appelle un cavity ring down. C'est en gros un laser qui tire entre deux miroirs avec la lumière qui s'affiche pendant très longtemps, et il y a un peu de matière au milieu, et le fait que le laser passe permet en fait d'étudier ce qui se passe, comment la matière réagit au rayonnement solaire et aux conditions spatiales. C'est vraiment un prototype pour étudier on va dire le vieillissement des matériaux dans l'espace. C'est pas lié au projet dans ce sens-là, c'est pas un satellite d'observation. Oui. D'accord. Bon. On avait réfléchi à quel type d'instrument envoyer, mais c'est vraiment difficile pour ces petites plateformes. Les bilans d'énergie, enfin, l'énergie disponible est très faible. Et donc, on avait réfléchi à des possibilités de imageurs pour regarder la Terre, mais vraiment, on a fini par choisir ce projet parce que c'était semblait être raisonnable. D'accord. Peut-être la prochaine fois. Oui, peut-être, en effet. D'accord. Bon, je crois que les questions sont à peu près finies. Juste pour vous dire donc, que tous les élèves adorent ce projet. Autant cette année que déjà l'année dernière, parce qu'on avait commencé l'année dernière et mes anciens élèves m'en parlent encore. Voilà, donc cette année on a décidé de mettre en place un concours de photos de nuages qui va bientôt commencer. Donc bon, on les mettra en ligne sur notre site petit à petit, et puis voilà, on va faire une sorte d'élection du plus joli chaque mois pour voir un peu ce que ça donne et essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent participer aussi à ce projet. Voilà, j'avais vu sur le site de la NASA que vous pouviez passer parfois le nuage du mois à chercher, mais ça s'est arrêté au mois de septembre. J'ai pas d'autres infos. On va réfléchir à recommencer. Ah. C'est une de ces choses qu'on fait de temps en temps, et puis ça devient un peu plus, on a des choses sur lesquelles on a pu changer les plans. On va réfléchir à D'accord. Sachez que de notre côté, on va le faire. Très bien. Donc, si vous envoyez les meilleures photos, on peut les mettre par contre. Oui, d'accord. Il faut que vous les envoyiez à votre adresse, ou les envoyer, j'ai vu que vous aviez un flic R, je crois. Ah, vous pouvez nous les envoyer à moi. D'accord. Bon, alors on fera ça chaque mois, on vous enverra la meilleure pour notre vie, alors pas de soucis. Je vais contacter mon ami météorologue de Météo France pour qu'il soit vous l'appelez, soit il vous appelle. D'accord. Je contacte. Ok, ça serait vraiment génial. Ouais. Et j'avais une dernière question de mes élèves qui sont en train de faire des exposés sur les nuages et sur les différents satellites. Et on a trouvé que des maquettes de Terra et Calypso. Et on cherchait pour savoir s'il y avait d'autres maquettes qui existaient. Donc, ce qui a Oui. Ah ouais. Je dois trouver le lien. Pour les autres choses, moi,
sûr que ça existe, mais je vais regarder. D'accord. Mais celui-là, je sais qu'il existe, je l'ai toujours vu. Ah oui, Et super. voilà, Carrette qui est ici, sur le touche. Donc c'est très détaillé, très bien fait. Alors je vais vous trouver des liens, je vais voir. Ah super, merci beaucoup. Très très bien. Ouais. Bon. Ouais. Alors bon, vous ne le voyez pas, mais nous on a un gros satellite de Calypso au plafond en fait. On ne le voit pas à cause de la webcam qui est un peu éloignée, mais on a fait en grandeur à peu près de cette taille-là, à peu près 50 cm. Voilà, on l'a agrandi. Et ils ont chacun un tout petit satellite individuel qui sont construits et voilà, il y en a certains qui les font. Voilà, on essaie de développer tout ça. Écoutez, je pense que mes élèves vont vous dire merci. Merci. Et puis on va pas prendre plus de votre temps. Merci en tout cas de nous avoir répondu et d'avoir conversé avec nous. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Voilà. Donc je ne sais pas si on pourra reproduire ça une autre fois. Je sais pas si pour vous ça sera faisable une autre fois. C'est possible, il faudra voir selon les horaires. D'accord, mais bon, pas tout de suite, on verra dans le temps. Et puis si on a d'autres questions, est-ce qu'on peut toujours vous les envoyer par mail? Absolument, oui. D'accord, bon. Écoutez, merci beaucoup, et puis continuez bien. Merci, au revoir.